Hello communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui à Carnet de règles, on regarde comment faire notre fiche de personnage dans le jeu Donjons et Dragons 5e édition, mais avec les règles révisées du manuel des joueurs sorti en 2024. Dans cette vidéo, on va suivre toutes les étapes de création de personnages, mais aussi on va prendre le temps ici et là de regarder les différences avec l'édition ou la version précédente sortie en 2014. D'entrée de jeu, dans le manuel, et c'est une règle avant qui était non écrite, mais qui est quand même très importante, dans le manuel, donc, on vous dit, joueur, de parler du concept du personnage que vous aimeriez faire à votre maître de jeu. Avoir cette discussion-là, c'est toujours une très bonne idée. Ça a plusieurs utilités. Ça vous permet premièrement de vous assurer que le concept que vous avez en tête fonctionne bien dans l'univers que le maître du jeu crée ou dans lequel il vous amène. Si c'est un univers avec peu de magie, voire pas de magie, presque pas de magie du tout, où le monde est très peu peuplé, où chaque mort, dans le fond, est grave parce qu'il y a peu de population. Jouer un mage qui utilise la magie à tout vent ou qui fait fireball dans une taverne, ça a beaucoup plus grandes implications que dans une partie hautement fantastique où la magie sert à tout faire fonctionner, toute la technologie tourne là-dessus. Donc, assurez-vous que votre concept de personnage fonctionne avec l'univers de votre maître de jeu, échangez avec lui, partagez vos idées, et aussi, c'est une bonne idée d'en parler aux autres joueurs qui vont être autour de la table. Si vous avez l'intention que votre groupe de personnages soit complémentaire, donc un groupe un peu plus d'aventuriers un peu plus équilibré, ben ça vous assurez comme ça d'avoir peut-être une meilleure répartition de qui est bon à l'attaque, qui est bon pour prendre les dégâts, qui peut donner des soins. Donc c'est une bonne idée pour ça. Si c'est pas important pour vous, ben, c'est juste de vous assurer d'être dans le même ton. Donc, comme ça, parlez-en à votre maître de jeu, le plus important. Échangez peut-être avec les autres joueurs. Mais une fois que votre concept est établi, que vous avez bien discuté, on peut commencer à rédiger votre feuille de personnage. Donc, à ce moment-ci, armez-vous du manuel de joueur, de votre feuille vierge et de dés et de crayons, et on va commencer la création ou remplir votre feuille de personnage. Donc, première chose à noter en termes de différence avec la version de 2014, dans le livre du joueur, la création de personnages se déroule dans un ordre un peu différent. Donc avant, on choisissait la race de notre personnage, la classe, les scores de compétences, l'histoire, l'historique et l'équipement. Maintenant, on commence par la classe, ensuite on remplit l'origine qui comprend l'historique puis l'espèce. Ensuite, on fait les scores de compétences et l'équipement et tout le reste des détails. Je pense que c'est une bonne idée de commencer par choisir la classe de personnage parce que souvent notre concept tourne autour de ça et c'est souvent la décision la plus importante en lien avec notre personnage et comment il va affronter les challenges, les défis durant la partie. Donc, c'est encore plus vrai si on considère que les modificateurs de caractéristiques sont liés en partie à la classe et à l'origine, donc ce n'est plus lié à l'espèce. Première étape, on choisit la classe. La classe, comme je dis, c'est vraiment le rôle que va prendre votre aventurier dans le groupe. Comment il va, les habiletés qu'il va avoir pour affronter les différents défis, comment il va pouvoir aider le reste des personnages. Donc, dans l'édition de 2024, il y a 12 classes différentes. Donc, on a le barbare, le barde, le clerc, le druide, l'ensorceleur, le guerrier, le paladin, l'occultiste, le moine, le rôdeur et le roublard. Donc, comparativement à l'édition de 2014, on n'a plus la possibilité de jouer l'artificier. Donc, dans le nouveau manuel, l'édition de 2024, il y a un tableau de référence rapide au début du chapitre de création de personnages. Donc, ce tableau-là existait avant, il était à un autre endroit un peu moins logique. Donc, dans ce tableau-là, ça vous donne une idée de chaque classe, autour de quoi, sur quel concept elle tourne. Donc, avec un petit mot rapide, là, une colonne, le j'aime, donc le barbare aime la bagarre, le clerc aime
les dieux. Donc, ça vous donne une idée un peu de autour de quoi ce concept de classe-là s'oriente. Et aussi, on parle des caractéristiques principales de cette classe-là, mais surtout, ce qui peut être intéressant si vous êtes un nouveau joueur, c'est de voir la complexité de la classe. Mon bémol, je dirais. En fait, je vous dirais de ne pas vous empêcher de faire une classe qui vous intéresse vraiment beaucoup pour ça. Par contre, si vous avez peur d'être dans une classe un peu trop complexe, vous voulez commencer plus par des petits pas pour apprivoiser le jeu, c'est une bonne façon de dire « Ok, mais voici cette classe de personnage-là, elle est plus facile à jouer, ses habiletés sont moins complexes à mettre en place, la dynamique entre les différentes habiletés, c'est plus simple. » Donc, ça peut vous donner un indice, une façon de vous aiguiller sur ce que vous voulez faire. Mais sinon, comme je dis, arrêtez-vous pas si vous avez vraiment un super bon concept de moine que vous voulez faire, puis là, ça dit c'est un niveau un peu plus élevé. Encore une fois, demandez de l'aide à d'autres joueurs qui ont peut-être plus d'expérience, prenez le temps d'apprivoiser, mais empêchez-vous pas de jouer quelque chose qui vous motive vraiment. Donc, une fois que vous avez choisi votre classe de personnage, celle qui vous intéresse, on vous demande d'aller voir en détail dans le chapitre 3 cette classe-là. On est dans le chapitre 3, celui sur les classes. À ce moment-ci, vous prenez votre crayon et on commence à prendre en note les informations importantes sur votre fiche de personnage. Premièrement, les caractéristiques primaires. Donc, le score de caractéristiques va influencer les compétences principales de votre personnage et s'il est capable de lancer des sorts, la force ou la difficulté à laquelle les personnes vont devoir résister les sorts. Par exemple, la sagesse est la caractéristique primaire du clerc, donc ça va augmenter la difficulté de résister à ces sorts en général. Prenez ensuite note du dé de points de vie. Donc, c'est le type de dé qui va déterminer votre nombre de points de vie de départ et que vous allez rouler lorsque vous montez de niveau pour vous ajouter des points de vie. Par exemple, le barbare utilise un D12 qui rend cette classe-là la plus résiliente. C'est le plus haut dé qu'on peut avoir selon les classes. Vous prenez ensuite en note les maîtrises de jets de sauvegarde. Donc, vous pourrez ajouter un bonus à certains de vos jets de sauvegarde en cours de partie, vous aidant à résister à certains effets, comme des sorts ou des poisons. Par exemple, le paladin a une maîtrise des jets de sauvegarde en sagesse et en charisme qui l'aide à résister à la manipulation mentale et à l'influence qu'on pourrait avoir sur lui. Prenez ensuite en note les maîtrises de compétences. Donc, les compétences particulières dans lesquelles votre personnage peut être entraîné, lui donnant une meilleure chance de réussite sur ces jets-là. Habituellement, vous avez un choix à faire entre quelques compétences. Donc, choisir 2, de 4 ou de 5 compétences différentes. Par exemple, un rôdeur qui décide de maîtriser la survie et la perception le rend particulièrement efficace pour voir les pièges et pour faire des filatures. Au niveau de la maîtrise d'armes, ce sont les armes avec lesquelles votre personnage est entraîné et que votre personnage peut utiliser de manière efficace en combat. Donc, ça augmente ses dommages, ça augmente aussi ses options d'attaque. Par exemple, un guerrier maîtrise toutes les armes simples et les armes martiales, ce qui lui donne vraiment une possibilité de s'armer autant d'une dague qu'un espadon. Donc, vous prenez en note ce avec quoi votre personnage est habile ou est capable de maîtriser dès le départ. Ensuite, on a l'entraînement en armure. Donc, il s'agit des catégories d'armure, un peu de la même manière que votre personnage peut porter sans pénalité. Donc, ça affecte ses défenses et sa mobilité en combat. Par exemple, un clerc peut porter des armures légères et moyennes, en plus d'utiliser un bouclier pour se défendre. Finalement, vous pouvez prendre en note l'équipement de départ. Donc, votre choix de classe va vous donner des items d'équipement dès le départ pour votre aventure. Par exemple, un magicien commence avec 2 dagues, un bâton de combat, une tunique, un livret de sorts, un ensemble de savants et 5 pièces d'or. Une autre amélioration dans le manuel de 2024, une amélioration qui va vraiment augmenter la convivialité de l'ouvrage, c'est la liste de sorts de chaque classe est maintenant contenue
dans la section de la classe. Donc, c'est pas une section à part dans le manuel qu'il faut aller chercher et essayer de comprendre quel sort va avec qui, puis départager le tout. Donc, vous avez vraiment toute la liste de sorts de votre personnage. Parlant des sorts, vous pouvez, si votre personnage est un lanceur de sorts, vous pouvez déjà commencer à les choisir. Le manuel suggère d'aller faire d'autres étapes avant de choisir vos sorts, mais rien ne vous empêche de le faire maintenant, parce qu'éventuellement, vous pourriez en acquérir d'autres à travers l'origine, puis si vous voulez pas avoir des doublons, vous pouvez déjà commencer à choisir les sorts qui vous intéressent, auxquels vous avez droit. La deuxième étape est de choisir votre origine. Donc, cette étape comprend 2 éléments distincts, soit le choix d'historique de votre personnage, son passé, et le choix de son espèce. Donc, l'historique, comme j'ai dit, va représenter le passé de votre personnage. Donc, autant ses origines, ce que vous avez fait ou ce que vous avez fait avant de devenir aventurier. Donc, vous n'êtes pas né aventurier, vous n'aviez pas 8 ans et vous étiez déjà aventurier, vous avez un passé, quelque chose qui vous a amené à devenir un aventurier dans l'univers de Donjons Dragons. Donc, c'est ce choix-là. Dans l'édition de 2024, il y a 16 historiques d'origine, on pourrait dire, différents, entre lesquels vous pouvez choisir. Donc, chacun de ces origines-là, de ces historiques-là, inclut un très bref, c'est un petit bémol, là, mais un très bref résumé du passé du personnage. Et vous pouvez changer les détails comme vous le souhaitez, là. Donc, si vous prenez fermier, vous pouvez changer les détails quant à ce que vous avez. C'est une ferme de quoi? Est-ce que c'était une ferme agraire? Est-ce que c'est une ferme d'animaux? Donc, vous choisissez et embellissez l'histoire parce qu'il y a très peu d'informations. Donc, je vous suggère de mettre plus d'informations, de garnir cet arbre-là et de mettre la chair autour de l'os de votre passé. Donc, en plus de déterminer le passé global de votre personnage, l'historique que vous choisissez va inclure d'autres avantages. Donc, tous les historiques offrent les éléments suivants. Premièrement, il est possible d'augmenter certains scores de caractéristiques. Votre historique vous donne un choix de 3 caractéristiques différentes et vous pouvez augmenter une de ces caractéristiques-là de 2 points et une autre de 1 point, ou vous pouvez augmenter les 3 caractéristiques de 1 point chacune. Par exemple, si vous choisissez l'historique acolyte, ça vous permet d'augmenter votre intelligence, votre sagesse et ou votre charisme. Chaque historique vous donne aussi un don d'origine qui vous donne des mécaniques de jeu supplémentaires. Si votre don vous donne accès à des sorts, je vous suggère donc de choisir vos sorts de classe en premier, comme j'ai dit tantôt, pour pas créer de doublons, puis de venir choisir vos sorts d'origine après. Par exemple, dans les dons d'origine, si vous prenez l'historique de charlatan, on vous donne le don habile qui vous donne la maîtrise de 3 autres compétences ou outils de votre choix. Donc, vous venez les ajouter sur votre feuille de personnage. L'historique vous donne aussi 2 maîtrises de compétences supplémentaires. Par exemple, le criminel vous donne la maîtrise en tromperie et en escamotage, donc des habiletés supplémentaires pour améliorer certains jets de compétences. Et l'historique vous donne aussi la maîtrise d'un outil, soit spécifique ou dans un choix dans une petite liste qui vous est fournie. Par exemple, un fermier vous donne la maîtrise des outils de charpentier. Et finalement, votre historique vous donne de l'équipement supplémentaire. Donc, vous pouvez au choix aussi décider de ne pas prendre cet équipement supplémentaire-là et commencer avec 50 pièces d'or à dépenser à votre guise à la place. Ensuite, vous allez choisir votre espèce. Donc, dans l'édition révisée de 2024, il y a 10 espèces de base pour votre sélection. Donc, soit les Aasimars, les Drachéides, les nains, les elfes, les gnomes, les alphelins, les humains, les Goliaths, les orques et les Tieflings. Donc, une espèce inclut encore là plusieurs éléments que vous allez pouvoir indiquer sur votre feuille de personnage. Premièrement, on va indiquer le type de créature. Pour le moment, toutes les créatures qu'on peut jouer dans cette édition révisée-là sont considérées comme humanoïdes. Mais rien ne dit que s'il y a des livres supplémentaires qui sortent, ça va pas changer. Donc, vous pouvez marquer le type de créature
humanoïde. Ensuite, on indique la taille. Donc, votre espèce détermine la taille de votre personnage. Les individus d'une espèce couvrent un large éventail de grandeur. On s'entend, là, un être humain peut mesurer 5 pieds comme peut mesurer 6 pieds 5. Là. Donc, il y a quand même une variante. Mais certaines espèces incluent un si grand éventail de possibles en termes de grandeur que vous pouvez choisir si votre personnage va être considéré de taille petite, qui est 4 pieds et moins, ou de taille médium. Donc, par exemple, un drachéide est considéré de taille médium qui couvre les créatures entre 5 et 7 pieds environ. Vous pouvez aussi indiquer la vitesse de votre personnage. Donc, l'espèce de votre personnage détermine sa vitesse, la distance qu'il peut parcourir dans un temps donné. Par exemple, un Goliath a une vitesse de 35 pieds ou 10,5 mètres, et c'est la vitesse souvent qu'il peut parcourir dans son mouvement d'action durant un combat. Vous prenez ensuite en note les traits spéciaux. Donc, toutes les espèces donnent une liste de traits spéciaux à votre personnage. Lorsque vous choisissez donc l'espèce, vos personnages possèdent tous les traits spéciaux de l'espèce choisie. Toutefois, certaines espèces vont avoir des lignées différentes et là, vous allez devoir faire un choix. Oui. Donc, par exemple, les Goliaths peuvent venir de différents types de géants différents. Donc, si vous avez une lignée qui vient d'un géant des collines ou qui vient de géant des montagnes ou un géant de feu, à ce moment-là, vous allez avoir des options différentes. Sinon, pour le reste, vous prenez tous les traits qui sont indiqués. Par exemple, quand on parle de traits, ça peut être le alphelin qui a le trait brave, qui va lui donner avantage sur les jets de sauvegarde contre le fait d'être effrayé. Donc, les traits vont être encore là souvent des avantages mécaniques qui viennent en jeu. L'étape suivante est l'étape 3, qui est de déterminer les caractéristiques de votre personnage ou les scores de caractéristiques de votre personnage. Dans Donjons Dragons, les scores de caractéristiques représentent vraiment les attributs autant physiques que mentaux de votre personnage. Donc, les traits qui vont être utilisés pour déterminer son efficacité dans différentes tâches, incluant les combats, les jets de compétences, les jets de sauvegarde. Lorsque vous créez un personnage de niveau 1, vos scores de caractéristiques ne peuvent pas dépasser 20. Donc, les 6 caractéristiques dans Donjons Dragons sont premièrement la force, qui mesure la puissance physique, l'habilité de votre personnage, qu'est-ce qu'il est capable de soulever, de pousser, est-ce qu'il est capable de briser des objets, tout comme son efficacité souvent en combat avec les armes de mêlée. La dextérité, elle, représente l'agilité, les réflexes, la balance, et tout ça va influencer donc la capacité de votre personnage à esquiver des attaques, à faire des acrobaties ou à manier les armes à distance. La constitution reflète l'endurance et la résistance de votre personnage. Donc, ça va affecter ses points de vie, sa résilience aux dommages et son habileté à survivre un effort physique à long terme. L'intelligence indique la capacité de raisonnement de votre personnage. Donc, ses connaissances, ses capacités analytiques et qui vont être cruciales pour résoudre des énigmes, comprendre des langues et lancer des sorts pour certaines classes de personnages. La sagesse, elle, va englober tout ce qui est la perception, l'intuition, la perspicacité, ce qui va guider, dans le fond, la capacité de vos personnages à faire des jugements qui sont raisonnés, de voir les menaces cachées ou résister aussi à des effets troublants de l'esprit. Le charisme va représenter la force de la personnalité de votre personnage, sa capacité de persuasion, son leadership en général, va déterminer son efficacité aussi sur le plan des interactions sociales, ses capacités parfois aussi magiques s'appuyant sur le charme. Dans le manuel de 2024, on retrouve aussi un tableau qui vous donne des idées un peu d'un haut score de caractéristiques ou un bas score de caractéristiques peut représenter quoi en termes de tempérament ou d'apparence physique. Donc, au lieu de tout le temps considérer la personne forte comme étant extrêmement musclée, ça peut vous donner des idées de comment interpréter différemment ces caractéristiques-là. Donc, un tableau fort intéressant à regarder pour vous inspirer. Donc, dans l'édition de 2024, on nomme aussi 3 méthodes différentes qui vont être recommandées pour générer vos scores de caractéristiques.
Encore une fois, je me répète, je le sais, mais c'est important, parlez-en à votre maître de jeu. Donc, votre maître de jeu peut avoir déjà une méthode de prédilection pour s'assurer que tous les personnages soient bien balancés ou pour s'assurer que tous les joueurs fonctionnent de la même façon. Donc, parlez-en à votre maître de jeu. Peut-être que ça ne sera pas à votre discrétion, mais bien une méthode qui va être demandée pour votre groupe. Avec la méthode Standard Array, vous assignez 6 valeurs fixes à vos différentes caractéristiques. Donc, les valeurs vont être de 15, 14, 13, 12, 10 et 8. Et vous pouvez assigner ces nombres-là dans l'ordre que vous voulez, aux caractéristiques que vous voulez. Avec le système d'achat de points, vous commencez avec 8 comme valeur dans chacune de vos caractéristiques, puis vous avez 27 points à distribuer et à répartir par la suite. À noter que plus votre score de caractéristiques devient élevé, plus ça vous coûte de points pour ajouter un niveau ou un point supplémentaire dans la caractéristique. Finalement, la génération aléatoire consiste à rouler 4d6 pour chacune des caractéristiques et enlever le dé avec le moins haut résultat. Donc, vous additionnez les 3 dés qui restent et ça vous fait un score à attribuer à une de vos caractéristiques. Peu importe le système que vous utilisez, il est généralement, c'est pas obligé, mais il est généralement recommandé d'assigner votre plus haut score à votre caractéristique primaire que vous avez noté là, au début, à la première étape. Donc, ça s'assure que votre personnage va être le plus habile ou c'est la caractéristique qui va être le plus souvent utilisée pour votre personnage et que vous allez être habile là-dedans. Lorsque vous écrivez votre score de caractéristiques dans l'espace désigné, n'oubliez pas non plus d'ajouter les bonus de caractéristiques que vous avez obtenus à l'étape 2. Ensuite, pour calculer les modificateurs de caractéristiques, veuillez vous référer au tableau dans le manuel. Donc, le chiffre que vous avez obtenu avec la méthode que vous avez choisie plus les bonus va être associé à un modificateur que vous allez écrire aussi sur votre fiche de personnage. C'est le modificateur qui va affecter vos jets de compétences, vos jets de combat et tout autre jet. L'étape 4 est l'étape qui vous permet de choisir votre alignement. Si vous m'avez déjà écouté dans d'autres vidéos qui parlent de Donjons Dragons, vous savez que j'ai des réserves sur le principe d'alignement. Je pense que ça peut être utile de s'y référer pour décider comment va agir un personnage non joueur, donc rapidement un personnage mineur, un maître de jeu peut se référer à ça pour lui donner un peu une ligne directrice, mais quand on l'applique au personnage joueur, j'ai souvent l'impression que c'est simpliste et que c'est réducteur comme manière de fonctionner. Donc, même si je pense qu'on s'entend, c'est super utile de penser et de réfléchir aux valeurs de votre personnage, puis c'est quoi les valeurs que votre personnage défend et qu'est-ce qu'il est prêt à faire, surtout pour les défendre. On n'agit pas toujours en fonction de nos valeurs comme personne dans la vie. Donc, pour être juste, puis on s'entend là, pour être juste, le livre reconnaît ça, que vos personnages ont une multitude de tons de gris et que c'est pas non plus quelque chose qui vous emprisonne dans une façon de faire les alignements. On dit que l'alignement décrit le comportement typique de votre groupe et des individus, dans le fond, qui le forment. Mais donc, dans Donjons Dragons, l'alignement se veut un peu cette directive-là, la ligne directrice qui aide à établir la morale et le compas moral, en fait, de votre personnage. Les alignements sont répartis sur 2 axes. Donc, soit de l'axe loyal à chaotique, à savoir à quel point on suit un code moral ou les lois, et bon à mauvais. Donc, est-ce qu'on a de bonnes intentions ou on a des mauvaises intentions? Donc, s'il y a quelque chose que j'aime dans le principe de l'alignement, c'est que ça dit spécifiquement de ne pas être mauvais, à moins d'en avoir parlé à votre maître de jeu. Ça figurait pas dans le livre de 2014, mais c'est depuis longtemps une règle non écrite, justement, c'est une règle tacite de parler à votre maître de jeu, même d'en parler des fois aux autres joueurs autour de la table. Si vous voulez faire un personnage avec des mauvaises intentions, quelqu'un de méchant, pour vous assurer que
tout le monde soit à l'aise avec ça, parlez-en au maître de jeu, parlez-en aux autres joueurs. Finalement, la dernière étape pour la création de votre feuille de personnage, c'est de faire un peu de mathématiques pour remplir les dernières informations qui manquent et de prendre quelques décisions un peu plus faciles. Donc, premièrement, calculer le bonus de maîtrise ou indiquer le bonus de maîtrise où ce que c'est approprié. Donc, le bonus de maîtrise, c'est une mécanique de jeu qui est faite pour refléter certaines compétences ou habiletés dans lesquelles vous êtes particulièrement bon. Le bonus est ajouté à tous les tests de D20, jets de sauvegarde, les sorts dans lesquels vous avez une maîtrise et qu'on a pris en note depuis le début. Donc, au début, votre bonus de maîtrise est de +2, mais à fur et à mesure que les niveaux avancent, ce bonus-là va aussi augmenter. Donc, pour les compétences, là, vous voyez sur votre feuille de personnage, vous remarquerez qu'il y a des compétences sous chacune des caractéristiques. Par exemple, sous la force, on retrouve l'athlétisme. À côté de chacune des compétences, vous voyez un petit cercle. Si vous avez une maîtrise dans ces compétences-là, que vous avez acquis en fonction de la classe ou de votre historique, remplissez, noircissez le petit cercle. Donc, à côté de chaque compétence aussi, vous verrez qu'il y a un dash, donc une ligne. Ici, vous indiquez le modificateur soit plus ou moins. Le modificateur, c'est votre modificateur de caractéristique plus le bonus de maîtrise s'il s'applique. Donc, si vous avez noirci le petit cercle. Par exemple, si vous créez un roublard avec une dextérité de 18, cette dextérité-là de 18 vous donne un modificateur de +4. Si vous avez aussi un bonus de maîtrise en acrobatie, par exemple, ben pour votre compétence d'acrobatie, vous allez avoir +4 plus le bonus de maîtrise qui est au niveau 1 de +2, donc vous indiquez +6. Les modificateurs de jet de sauvegarde, positifs ou négatifs, apparaissent aussi sur votre feuille de personnage et représentent votre résistance à certains effets. Votre modificateur de jet de sauvegarde, c'est votre modificateur de caractéristique plus votre bonus de maîtrise s'il s'applique. Encore là, le bonus de maîtrise a été déterminé par votre choix de classe au début. Pour les points de vie, au niveau 1, vos points de vie égalent le maximum sur votre dé de points de vie plus votre modificateur de constitution. Par exemple, si je crée un rôdeur qui a un dé 10 pour ses points de vie, mes points de vie vont être de 10 plus mon modificateur de constitution. Cet espace-là, sur votre feuille de personnage, vous voyez une place aussi pour vos points de vie actuels qui vont diminuer en fonction des dégâts que vous allez subir durant les aventures, de même que pour les points de vie temporaires que vous pourriez gagner grâce à certains effets de sort. La classe d'armure, elle, détermine à quel point c'est difficile de vous toucher en combat. Donc, votre classe d'armure de base est de 10, plus le modificateur de dextérité. Vous pouvez aussi augmenter votre classe d'armure avec certaines armures dans vos équipements ou en utilisant un bouclier. Donc, vous pouvez vérifier qu'est-ce que vous avez comme équipement de départ avec votre classe ou votre origine et ajouter ces points-là s'ils s'appliquent. Dans la section des armes et des sortilèges d'attaque, vous pouvez indiquer vos attaques de départ en indiquant l'arme que vous avez, encore une fois, que vous avez acquis dans l'équipement de votre classe choisie, le bonus de jet d'attaque et les dégâts. Donc, pour le bonus de jet d'attaque, le bonus de jet d'attaque est en général, et sauf avis contraire, là, le modificateur de force plus le bonus de maîtrise pour les armes en mêlée, donc les gourdins, les haches, les marteaux de guerre, ou le modificateur de dextérité plus le bonus de maîtrise pour toutes les armes à distance, donc une arbalète, une arc, ce genre de choses-là. Vous pouvez regarder dans le manuel les propriétés de votre arme et le dé de dégâts qui est lié. Donc, vous ajoutez le même modificateur de caractéristiques pour les dégâts que celui qui est associé à l'arme. Si vous êtes un lanceur de sorts, notez à la fois la marque à atteindre pour le jet de sauvegarde de vos sorts et les bonus d'attaque. Donc, si quelqu'un doit faire un jet pour résister à un sort que vous faites, notez ici c'est quoi ce niveau de résistance-là. Donc, pour le niveau de difficulté de jet de sauvegarde, vous calculez 8 plus votre modificateur de caractéristique plus le bonus de maîtrise. Le bonificateur de caractéristiques, dépendamment de votre classe, va changer.
Donc, si vous êtes un mage, ça va être la caractéristique, ça va être l'intelligence. Si vous êtes un clerc, ça sera la sagesse. Si vous êtes un occultiste, ça va être le charisme. Même chose pour le barde. Donc, dépendamment de la classe, la caractéristique qui va s'appliquer va être différente. Pour les bonus d'attaque pour les sorts, c'est votre modificateur de caractéristique et le bonus de maîtrise. L'initiative détermine la vitesse à laquelle vous pouvez entrer dans le combat. Donc, votre initiative, c'est de 10 plus votre modificateur de dextérité. La perception passive, c'est l'habileté de votre personnage à remarquer les détails sans activement chercher et c'est souvent utilisé par votre maître de jeu pour déterminer si vous remarquez des créatures cachées, si vous remarquez des objets sans avoir à faire de jet de perception. Donc, votre perception passive, c'est 10 plus votre modificateur de perception. Si votre classe vous donne la capacité de lancer des sorts, le tableau sur les habiletés de votre classe montre le nombre d'emplacements de sorts que vous avez, pour commencer, combien de sortilèges vous connaissez et combien de sorts vous pouvez préparer. Donc, choisissez les sorts et les sortilèges, si c'est pas déjà fait, et indiquez-les sur votre feuille de personnage, donc à l'endroit désigné, et indiquez le nombre d'emplacements de sorts que vous avez au total. Finalement, n'oubliez pas d'indiquer tout le reste des informations, tels le nom de votre personnage, votre équipement, les langues que vous parlez, et votre apparence, et d'autres détails comme ça pour donner un peu de personnalité à votre personnage. Donc, on s'entend que la création de personnages peut sembler un peu mathématique, un peu compliqué, mais puis qu'il y a beaucoup d'informations là, comparativement à d'autres jeux, mais le nouveau manuel des joueurs est vraiment, c'est vraiment amélioré au niveau du processus, au niveau de la structure du livre pour vous aider à construire le personnage. C'est beaucoup plus intuitif, trouver l'information pour vous va être beaucoup plus facile qu'avant. Donc, en suivant ces 5 étapes-là, vous aurez votre personnage prêt à être joué en un rien de temps. Sur ce, je vous souhaite bonne partie. Bonne création de personnages, amusez-vous. Et si vous avez des questions, des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Et la communauté aussi va se faire un plaisir de partager avec vous toutes les connaissances qu'ils ont. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne partie, beaucoup de plaisir et à la prochaine. Bye!